cette tendance à croire que le monde, il se résume à ce que je vois. Ça veut dire que le bout de la vallée, le point le plus loin que je vois, le point le plus loin où je suis allé, chez tonton au bout de la vallée, au pied de la montagne, c'est le bout du monde. Et en fait, les histoires de déluge, très souvent, on peut expliquer ça assez facilement. Il y a eu une grande inondation dans la vallée. Et comme la vallée, pour moi, c'est le monde était englouti. Et ça, c'est une vision égocentrée. Voilà, c'est un exemple d'égocentrisme dans la vision du monde. Diane, si tu veux rebondir. Mais je trouve effectivement que c'est un excellent exemple que tu prends, parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. On a eu notre sensation justement du monde qui grandit et qui grandit et qui grandit, particulièrement quand on a peu voyagé. Et il faut savoir que à l'époque où les religions sont apparues, on n'avait même pas encore connaissance, en tout cas les grandes religions abrahamiques, on n'avait pas encore connaissance de l'étendue de notre propre monde. On savait pas, on connaissait pas tous les continents. Il y avait encore ce qu'on appelait des terra incognita, qui faisait qu'effectivement on avait une perception du monde qui était très très différente de celle qu'on a nous aujourd'hui. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles justement on peut prendre son cas pour une généralité. Moi j'irais même un tout petit peu plus loin, dans le sens où j'élargirais cette notion d'égocentrisme jusqu'à la projection. Parce que quand on parle d'anthropocentrisme, on rentre un petit peu là-dedans. La projection, c'est justement un mécanisme psychologique qui fait qu'on a tendance à voir dans l'autre ce qu'on ressent soi-même. Et je pense que ça fait partie des raisons justement pour lesquelles on a autant de difficultés à comprendre notamment le monde animal. Et le fait est que l'être humain adore être le héros de sa propre prophétie. Et que on a toujours l'impression d'avoir plus raison que son voisin. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand on débunk son voisin, on a tendance à l'attaquer là où nous, on se sent faible dans nos croyances. Et c'est ça qui est assez amusant. D'accord. Gaspard, ou à moins que rien, si vous voulez rajouter un truc. Non. Pour l'instant, non. Bonsoir Amanda. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va. Ah oui, ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas croisés. Yep. On n'a pas eu les mêmes emplois du temps, toi et moi, ces derniers temps. Non, c'est clair. Non, je voulais pas vous couper, je vous parliez d'un truc, je viens d'arriver, je veux pas couper. Non, t'inquiète, juste, je vais me faire une petite pub en vous montrant en avant-première la miniature de ma vidéo qui sort dans 20 minutes. Waouh, quelle excellente idée. Voilà. Oh, le clavier, il a l'air d'être satisfaisant, j'ai envie de le taper. Ouais, il est marrant mon clavier. Ah, j'ai hâte de la voir. Voilà. Pour ceux qui ont la ref de l'œuf. Aïe. Je pense que tout le monde a la ref. J'espère, en tout cas, ça serait dommage. Jaune d'œuf. Otto, comment je fais pour me remettre en grand, là ? Ah, c'est bon. Attends. Non, c'est bon, t'inquiète. Ah oui, alors attends, je sais pas si ça va suffire. Mais non, je pense que ça devrait suffire. Ok. T'avais dit 10 max, hein, là il est 12. Ouais, c'est bon. On est tout bon. Ah ok, cool, trop bien. Hop, attends, hop. Je voulais dire que c'est la première fois que je suis en live avec Agnoslim et c'est un plaisir. Eh ben, bienvenue. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en particulier, Gaspard ? Non. Je vais te répondre pour lui parce qu'il peut pas ouvrir son micro. Je suis sûre qu'il te dira merci et que c'est partagé. Non, si j'ai un truc à dire, c'est que avant je regardais le live de Babal et il m'a fait mourir de rire encore une fois. Parce que il a montré une vidéo d'un mec qui dit quand vous priez, vous pétez. Oui, il faut refaire les ablutions, quoi.
Oui, et puis faut faire croire que tu saignes du nez pour. Mais Ah, ça, c'est... il a dit. Après, pour le coup, ça va pas trop être Ben, le sujet. Pour le coup, ça va pas trop être le sujet du live d'aujourd'hui en particulier. Donc, pardon. ça, je compterais faire un live justement là-dessus sur toutes ces choses-là. Bah, ça tombe bien parce qu'après, on pourra un petit peu en parler sans trop rentrer dans le détail de ces règles-là. Pardon. En tout cas, non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, y a aucun problème. Bah, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, du coup, pour ce qu'il en est de ce live, j'ai décidé de faire un live après tout ce temps sur l'anthropocentrisme, qui a été l'une des réflexions principales et l'une des expériences de pensée qui m'a vraiment poussé à définitivement en fait apostasier. C'est là où j'ai vraiment en fait j'ai vraiment eu cette remise en question. Putain, ça fait bizarre là de faire un live exposé entre guillemets. Et après de toute façon on ouvrira le débat. Donc du coup pour vous dire comment ça se passera ce live, bah du coup je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que j'entends par anthropocentrisme. Et on va commencer d'abord avec une petite présentation. Donc on va faire une petite projection visuelle de l'infiniment petit à l'infiniment grand et vous allez comprendre à quoi ça fait référence. Mais déjà, avant ça, j'aimerais juste qu'on se mette d'accord sur certaines choses. On va d'abord parler dans un premier temps de l'univers, entre guillemets, de la grandeur cosmique, donc enfin, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Et je vais commencer. Alors attendez, comment j'active ma caméra? Putain, merde. Tu peux peut-être te mettre en très grand et nous en bas, tu sais, aussi, si t'as envie. Ouais, attends, je vais juste... En fait, Je te préviens maintenant, si jamais je descends, je t'écoute d'en bas, ok? Ok, t'inquiète. Attends, j'arrive juste pas à enlever le filtre. Putain, par contre, c'est la première fois que je suis hôte du live. C'est pas les mêmes touches que d'habitude. Ouais. Bah après, de toute façon. Ok. Donc voilà. Donc du coup, pour ceux qui connaissent ça, c'est un petit site, une petite simulation qui s'appelle Scale of Universe. Ok. Donc là, en fait, l'objectif ici, ce serait juste de vous montrer un petit peu les échelles de grandeur et de taille de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Nous, on se situe ici, être humain, en moyenne 1m70. C'est la taille moyenne d'un être humain. Ok. Si on devait descendre vers l'infiniment petit, une musaraigne, par exemple, ça ferait 10 cm. Et si on descendait un peu plus bas, on retrouve les fourmis et les grains de sel qui, eux, se comptent en millimètres, voire micromètres pour les grains de sel. Donc voilà. Et là, plus on va descendre, plus on arrive sur les objets qui sont invisibles à l'œil nu. Donc tout ce qui va être les particules de limon, les cellules de la peau, ou encore les bactéries, je pense même pas qu'elles soient visibles à l'œil nu. Et là, on va commencer à descendre jusqu'à arriver aux molécules, enfin aux virus, puis aux molécules ainsi qu'aux atomes. Ok. Et si on redescend comme ça, voilà, pendant longtemps, on retrouve les particules élémentaires et on arrive à l'échelle de Planck. Ok. Donc ça, c'est pour le coup, c'est une échelle théorique, mais ça, c'est pas ce qui va nous intéresser actuellement. Ça va surtout être l'infiniment grand. Donc là, on va se situer dans cet infiniment petit, juste ici. Ok. Maintenant, si on recule un petit peu plus, on retrouve les éléphants qui, eux, font 5 mètres. Girafe jusqu'à 6 mètres. Le Tyrannosaurus Rex, 7 mètres. Et on va avancer un petit peu plus, on retrouve la Tour Eiffel, qui, elle, fait 320 mètres. 328 mètres actuellement en 2026. Un peu plus grande qu'un terrain de football américain. Et si on continue à dézoomer encore et encore et encore, on retrouve des tout petits satellites qu'on peut retrouver au sein du système solaire, mais c'est pas ce qui va nous intéresser parce que juste là, on a le Texas, la Californie, l'Italie. Et là, on retrouve la planète Terre. Ok. Pour l'instant, je vais passer sur un autre document pour faire des vraies échelles de grandeur qui pourront réellement représenter la taille de la Terre. Parce que là, pour le coup, à partir de ce niveau-là, c'est un peu moins clair. Donc, tac, excusez-moi. Voilà. Et là, ici, comme vous pouvez le voir, on a la taille du Soleil, ok. Et juste ici, vous retrouvez la planète Terre, qui est ce tout petit point. Vous savez, il faut combien de... Si on imagine que le Soleil, c'était un bocal qui était vide, un bocal sphérique vide, il faudrait combien de planètes Terre pour remplir ce bocal, afin d'avoir la taille du Soleil? Il en faudrait 1 300 000. Il y avait quelqu'un qui avait voulu donner la réponse. N'hésitez pas, en tout cas, à vous démute si je laisse un blanc pour donner les réponses. J'allais dire 1 million. Ouais, bah du coup c'est un peu plus. En fait, si cette boule-là que vous voyez qui est le Soleil, elle était vide,
pour la remplir de sorte à ce qu'elle soit autant remplie que le Soleil, entre guillemets, en termes de volume, il faudrait 1 300 000 planètes Terre. Hein, vous voyez notre planète Terre? Eh ben, il en faudrait 1 300 000. Maintenant, dites-vous que, au sein de l'univers, le Soleil n'est pas l'étoile la plus grande que l'on connaît. On a le Soleil juste ici, mais c'est un tout petit point comparé à UISQT. Et l'étoile la plus grande que l'on connaît dans l'univers observable actuellement qu'on a observé jusqu'ici, c'est Stephenson 2-18. Sa taille comparée au Soleil, qui, rappelez-vous, juste avant, est 1 300 000 fois plus grand que la planète Terre. Et bah, dites-vous que maintenant, si ce petit point si ce petit point vous semble si petit face au Soleil, bah, dites-vous que le Soleil, c'est ce petit point face à Stephenson 2-18. Et cette étoile la plus grande que l'on connaît actuellement, c'est ce tout petit point à côté du plus grand trou noir qu'on ait jamais observé, tonne 618. Et si on continue comme ça, on arrive à, toujours encore une fois sur tonne 618, le système solaire, c'est ce tout petit point-là, ce petit amas de planètes. C'est notre système solaire comparé à un simple trou noir supermassif. Bon, et pas simple, c'est le plus grand que l'on connaît actuellement. On continue dans l'infiniment grand. Voilà le tout petit point qui est tonne 618 face à la nébuleuse, enfin la Tarantula Nebula, donc la nébuleuse de la Tarentule, qui est une très grande nébuleuse que l'on connaît. Voici celle-ci comparée à la Voie lactée. La Voie lactée face à Andromède, Andromède face à IC 1101, IC 1101 qui est l'une des plus grandes galaxies que l'on connaisse face au superamas de la Vierge, le superamas de l'horloge de sud, la Nikea. Et là, on a notre univers observable. Ok. Donc maintenant, si on devait se concentrer sur un nombre, si on devait compter entre guillemets le nombre de planètes, de galaxies à peu près dans l'univers. Alors excusez-moi, je vais juste remettre le filtre. Excusez-moi. Eh bien, actuellement, on compte plus de 2000 milliards de galaxies, ok, avec 200 milliards à 400 milliards d'étoiles par galaxie, ok. Et pour ce qu'il en est d'une planète, bah, par étoile, on retrouve en moyenne au moins 6 ou 7 planètes par étoile, ok. Donc probablement des centaines de milliards de planètes au sein de l'univers observable. Après, on a aussi les nébuleuses, les amas stellaires, les trous noirs, les satellites naturels. En fait, c'est totalement innombrable à notre échelle. Ok. Et maintenant, si on se concentrait uniquement sur la planète Terre, donc l'univers observable, alors, hop, pour ceux qui savent pas, l'univers observable, eh bien, il fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Vous savez ce que c'est qu'une année-lumière? La vitesse de la lumière, elle est de combien? Si vous voulez répondre. 300 000 km par seconde. Exactement. 300 000 km par seconde. Imaginez, vous parcourez 300 000 km en une seule seconde. Maintenant, une année-lumière, on ne compte plus en kilomètres. C'est tellement, je crois, c'est plus d'1 milliard de kilomètres et quelques, le nombre de, attends, par exemple, excusez-moi, en kilomètres heure, la vitesse de la lumière, c'est 1 milliard 800 millions de kilomètres heure, si je me trompe pas. En tout cas, tout pour vous dire, c'est en une seule seconde, la vitesse de la lumière, elle parcourt 300 000 kilomètres. Ok? Bah maintenant, quand on a des échelles de grandeur immenses, eh bien, on parle en années-lumière, c'est-à-dire une année pour que, à la vitesse de la lumière, on passe d'un point A à un point B. Donc, si deux planètes sont espacées de une année-lumière, bah, il faudrait une année à la vitesse de la lumière pour aller du point A au point B. Étant donné que la vitesse de la lumière, c'est la chose la plus rapide que l'on connaisse dans notre univers observable actuellement. Donc voilà. Et pour la taille du coup de l'univers observable, juste l'univers observable, qui serait, en réalité l'univers avec sa taille réelle serait entre 255 à 15 millions de fois plus grand que l'univers observable. Donc pour l'instant, on va pas aller trop loin dans les échelles de grandeur, sinon on va se perdre. De toute façon, on se représente même pas tout ça. Donc on va juste s'arrêter à la taille de l'univers observable, 93 milliards d'années-lumière de diamètre pour passer du point A au point B. Ok. Donc ça, c'est pour le diamètre de l'univers. Et vous savez, pour le diamètre de la Terre, c'est de combien? Le diamètre de la planète Terre, sans tricher? 12 000 kilomètres. Ouais, 12 742. Ah, j'allais dire 12 800, j'étais pas loin. Ouais, bah du coup, c'est 12 742 kilomètres de diamètre, comparé à 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Ok? Une planète parmi des milliards de planètes. Ok?
Dites-vous, la planète Terre, elle est apparue il y a 4,54 milliards d'années. Vous me suivez jusque-là? La vie sur Terre, elle a apparu il y a combien de temps? 4 Vous milliards. savez? Non. La Terre, c'est 4 milliards. La vie, je sais pas. Ouais, 4,6 5, la vie c'est 3,7. Ouais, exactement. En fait, pour la Terre, c'est 4,54 milliards d'années, ok, qu'elle s'est formée, 4,54 milliards. Et l'apparition de la vie sur Terre, c'est environ à 3,8 milliards d'années. Ok. Et le À nombre partir d'espèces. de Lucas. Hein? À partir de Lucas. Enfin, oui, enfin, c'est estimé en réalité entre 3,5 Non, et 3,5 milliards. Non, pas Non, Lucas, c'est une la fourchette première assez vie. grande. La première Lucas, vie. il est arrivé beaucoup plus tard. Justement, le principe de Lucas, c'est que c'est l'ancêtre commun à tous les êtres vivants qui est le plus rapproché de nous. Mais c'est pas, ouais, voilà, 3,8, c'est les premières formes de vie, l'estimation des premières C'est formes les de vie. briques de vie, c'est ça, exactement. Et du coup, pour le nombre d'espèces qui ont peuplé la Terre, donc l'espèce vivante qui ont peuplé la Terre, nous, on est une espèce, ok? Les humains, c'est une espèce animale. Le nombre d'espèces qu'il y a eu qui ont peuplé la Terre, il y en a eu plus de 5 milliards depuis l'origine de la vie. 99,9% se sont éteints. Et le nombre d'espèces actuelles, on est aux alentours de 12 millions d'espèces, dont l'humain est une espèce parmi les 12 millions d'espèces vivantes sur Terre actuellement. Et vous savez, l'humain, il a apparu quand? Si on devait se concentrer uniquement sur notre espèce à nous, l'Homo sapiens, Ah, Homo sapiens, 600 000 ans? non, Plus? 300. non moins. Ouais, c'est ça, 315 000 Ah, ans ok. précisément, dont le plus ancien fossile a été retrouvé au Maroc, donc l'humanité est marocaine. Voilà, soyez fiers d'être marocain. Donc oui, c'est 315 000 ans, ça a été retrouvé au Maroc. Bon, ça c'est juste la petite fun fact. Mais rendez-vous compte qu'à l'échelle de l'horloge de la vie, sur 3,8 milliards d'années de vie sur Terre, c'est comme si 23 nous, si on devait se représenter sur une horloge de 24 heures, si l'apparition de la vie, elle est à minuit, nous, on a apparu à 23h59 et 59 secondes. On est vraiment un tout petit microbe qui a apparu vraiment extrêmement récemment. Ok? Et les premières civilisations organisées, donc du coup voilà, là on est passé au néolithique, là on n'est plus devenu des simples, comme tout n'importe quel animal, des simples chasseurs-cueilleurs nomades qui changent d'endroit souvent. À partir du moment où on a commencé à se sédentariser et créer des premières civilisations, ça date d'il y a à peu près 10 000 ans. Ok? Donc là, sur 315 000 ans d'Homo sapiens, il y a seulement 10 000 ans, on a créé nos premières civilisations. Et dites-vous que les religions sont apparues quand? Il y a à peu près 9 000 ans. Donc, les sociétés se sont créées et peu de temps après, les premières religions ont apparu. Donc, on parle vraiment de religions structurées, je tiens à préciser, parce qu'après, les religions animistes, chamanistes, ça, encore une fois, ça date aussi du néolithique. Donc, en résumé, tout ce blabla, ça sert à quoi? En fait, c'est juste pour nous faire une petite expérience de pensée du monde qui nous entoure, depuis combien de temps, et on va revenir à l'échelle humaine. Donc du coup, pour l'univers, on est à 13,8 milliards d'années, donc depuis le Big Bang, qui est l'endroit le plus lointain qu'on arrive à observer dans le passé. Derrière ça, il y a le mur de Planck, donc on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire que c'est le début de l'univers dans l'absolu. La vie sur Terre, 3,8 milliards d'années, l'humanité, 300 000 ans, et les religions, ça représente 0,01% de l'histoire humaine. Faites le calcul, 300 000 ans, 9 000 ans. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Oui, Totalement. Très bien, nickel. Maintenant, justement, là, ce que je trouve un petit peu problématique, c'est que là, on va directement s'attaquer du coup au point de vue théiste. Le point de vue théiste va se concentrer principalement sur les religions abrahamiques qui sont majoritaires, mais les religions d'un point de vue général, c'est de dire quoi? C'est de dire que nous avons été créés, en fait, tout ce monde qui nous entoure aurait été créé, soi-disant, par un être nécessaire. Donc un être nécessaire, donc bon, c'est une entité qui aurait créé cet univers, ok? Donc ça, on s'en fiche jusque-là. Mais la particularité, c'est qu'il a décidé de communiquer avec nous, ok? Mais il s'est pas arrêté juste à une simple communication. Il a décidé de focaliser un énorme intérêt sur l'humanité. Pour ceux qui me disent, ouais, non, je sais pas d'où est-ce que tu sors ça, bah si. Par la simple et bonne raison que ce monde dans lequel nous vivons,
selon beaucoup de religions, c'est considéré comme étant un simple test, la vie d'ici-bas. C'est qu'une simple épreuve. Et qu'après cela, eh bien, on rejoindra l'au-delà, le monde suprême, entre guillemets. Donc, tout cet univers qui est immense, qui est ancien, qui est redondant, avec cette planète Terre qui est toute minuscule, une espèce récente, avec des règles locales, culturelles et qui sont souvent contradictoires, eh ben, on a un Dieu qui aurait créé tout ça, qui serait obsédé par ce micro-drame humain. Je m'explique. Ce Dieu, il allait encore une fois plus loin que simplement faire une plateforme d'examen gigantesque pour de minuscules petits êtres humains. À titre de comparaison, c'est comme si là, il y a 3 élèves qui vont passer le code de la route, et au lieu de leur faire une petite salle d'examen, je sais pas, en région parisienne, dans une toute petite salle avec des écouteurs, eh bien, je construis une salle d'examen qui fait la taille du désert du Sahara. Imaginez, je construis une salle d'examen qui fait la taille du désert du Sahara, dans lesquelles 3 élèves vont venir s'asseoir avec 3 chaises autour d'une table pour passer leur examen. Et ça, c'est censé être cohérent. Et du coup, moi, la question que je me pose réellement, c'est pourquoi le Dieu créateur d'un univers qui est gouverné par des lois de la physique qui sont aveugles, totalement chaotiques et qui s'organisent dans le chaos d'ailleurs, et même totalement indifférentes, il s'intéresserait soudainement à des règles morales humaines qui sont locales et variables et surtout contradictoires entre elles. Et surtout, comment justifier qu'un Dieu qui aurait laissé un univers évoluer pendant des milliards d'années selon des lois de la physique qui sont chaotiques, totalement amorales, se mette brusquement à un certain moment, de manière très tardive à l'échelle de l'univers, il se met brusquement à imposer des règles morales humaines, généralement culturelles, généralement incohérentes les unes les autres. Et je vais m'expliquer sur le terme incohérent. Donc soit la morale, elle est humaine, donc Dieu est un produit culturel, soit la morale, elle est universelle, alors l'univers observable se contredit de partout. Pourquoi je vous dis ça? On a un univers qui est totalement amoral, redondant, chaotique, avec des lois de la physique qui ne veulent absolument rien dire, et là, d'un coup, le créateur de tout ce gigantesque truc va commencer à focaliser l'entièreté de son intention, et il y met des émotions. Hein, le créateur de tout ça, il met des émotions. Parce que oui, Dieu se met en colère contre sa créature. Dieu est jaloux. Jaloux, hein, je tiens à préciser. Et vous savez, il est jaloux par rapport à quoi? Il est jaloux si on adore autre que lui, ou si on ne l'adore pas assez. Et ça, on retrouve ça dans dans pas mal de religions, notamment les religions abrahamiques. Et la question aussi que je poserais, avant de rentrer un peu plus dans les détails sur l'absurdité de l'anthropocentrisme théiste, comment un Dieu qui aurait tout prévu, tout voulu, et tout créé, il aurait pu reprocher à sa propre créature de se comporter exactement de la même manière que la nature qui lui a donné. Et surtout, qu'est-ce que la colère divine dit réellement de Dieu? Est-ce que c'est une perfection absolue ou une projection humaine incapable d'assumer ses propres choix de création? Je m'explique. Par exemple, si vous regardez dans les religions abrahamiques, comme je vous dis, on repart du principe que l'entièreté de cet univers, aussi immense qu'il est, aussi redondant avec ses 2000 milliards de galaxies et ses milliards d'étoiles et les milliards de planètes, eh bien, il a décidé encore une fois, comme je vous l'ai dit, de se concentrer sur les humains et il a imposé des règles morales assez spécifiques. Dans un univers vieux de 13,8 milliards d'années où la reproduction, elle existe depuis des millions d'années au sein de la planète Terre, eh ben Dieu aurait un avis moral précis sur qui couche, avec qui et quand. Et est-ce que c'est soumis à un acte de mariage ou pas? Que, pour ceux qui ne savent pas, la fornication, l'interdiction des relations sexuelles hors mariage qu'on peut retrouver dans la plupart des religions abrahamiques. Donc là, on retrouve des règles qui sont locales, culturelles et historiquement situées. Et ça, c'est censé être le créateur de l'univers qui se concentre à ce point sur ce petit détail-là. Ou encore, bon là, si on parle du judaïsme, là, on est encore sur un autre niveau. L'interdiction de porter des vêtements faits de fibres mélangées. Alors ça, si je parle du judaïsme, on va passer des heures. Le mélange entre le polyester et la laine, je sais pas, c'est quoi? C'est un problème métaphysique? Ça cause quoi? Qu'est-ce que ça change au sein de notre univers? Bon, encore une fois, après là, pour l'islam, ça, vu que c'est la religion que je connais un peu plus, vu que j'ai apostasié de ça, et là, ça tombe bien parce que je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle.
Donc avec cette expérience que de penser que je me suis fait de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du Big Bang jusqu'à l'apparition de l'Homo sapiens, jusqu'aux premières civilisations organisées, aux premières religions, jusqu'à aujourd'hui en 2026, eh bien je me suis posé ces questions. Pourquoi Dieu, par exemple, il va interdire que l'on représente des êtres vivants en tant qu'image? Genre, pourquoi il nous interdit le dessin? On n'a pas le droit, par exemple, selon le Dieu de l'islam, le Dieu créateur de tout cet univers, l'être nécessaire, il nous interdit de faire des dessins, ok, des dessins d'êtres vivants. Donc lui, qui est un créateur de formes infinies, serait offensé par un dessin. Est-ce une sensibilité très humaine? Ou qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il aurait des fétichismes? C'est ça que je me pose comme question. Ou encore des règles qui sont détaillées sur la sexualité, l'héritage, les vêtements ou la barbe encore. Pendant qu'il y a des étoiles qui explosent, des étoiles qui naissent, des supernovas, des hypernovas, des trous noirs qui se forment, des étoiles à neutrons qui se forment, bah t'as Dieu qui surveille la longueur d'un poil facial. Genre si ta barbe elle est légiférée ou pas légiférée. Et ah oui, surtout que c'est haram de laisser pousser la barbe, enfin de laisser pousser la moustache et se raser la barbe. Parce que on ressemblerait au koufar. Rappelez-vous de la taille de l'univers, rappelez-vous de la taille de l'univers, et le créateur de tout ça, il a que ça à foutre. Il a que ça à foutre. Autre chose, ce même créateur... Il est nul en maths en plus. Hein? Il est nul en maths en plus. Ouais, après ça, c'est encore autre chose. Moi, là, pour l'instant, c'est juste l'intention que le créateur de cet univers centre sur une espèce. Autre chose, le créateur de tout cet univers aussi immense, bon, on a fait, je vais pas répéter 1000 fois, je pense que vous avez compris, j'espère que c'est bien rentré dans votre tête à quel point on est minuscule, eh bien, il aurait communiqué avec un être humain en particulier sur les milliards d'êtres humains qui auraient vécu sur Terre pour lui descendre une parole du ciel et lui demande de transmettre Abu Lahab, que tes mains périssent et ta femme, c'est une grosse porteuse de bois. Un Dieu qui communique avec un humain pour lui dire de transmettre, toi va te faire foutre et ta femme c'est une... voilà. Un Dieu jaloux aussi. Un Dieu qui te demande de le prier que lui et de ne pas lui accorder d'associé. Un Dieu qui te demande de prier à des heures fixes. Encore une fois, là on est sur le Dieu de l'islam. Donc un Dieu qui te demande de prier à des horaires précis synchronisés avec la rotation d'une planète insignifiante dans un système stellaire. Ok ? Et il y a un lac de lave qui t'attend en enfer si tu pries pas à l'heure. Ça reste quand même assez spécial, encore une fois. Mais la vraie question qu'on devrait se poser, encore une fois, est-ce que cette vision-là, c'est une vision qui était réellement partagée par les musulmans ou les chrétiens ou les juifs à l'époque où leur religion venait de se créer? Est-ce que c'était la vision qu'ils avaient de l'univers, un univers aussi immense avec autant de galaxies, avec des super amas de galaxies, des nébuleuses, des planètes, l'univers comme je vous l'ai présenté tout à l'heure en présentation visuelle. Est-ce que les gens de ces époques, quand ces religions ont été créées, est-ce qu'ils voyaient l'univers déjà comme ça? Ou est-ce qu'ils pensaient que tout tournait autour d'eux et que la Terre elle était limitée et que le Soleil il était local et que on vivait dans une petite bulle et le reste c'est métaphysique? Posez-vous la vraie question. N'importe quelle croyance, soyez très honnête, soyez très très honnête. Est-ce que les apôtres ou les sahaba, est-ce que eux pensaient que notre univers était aussi immense et aussi amoralement absurde et chaotique et organisé dans le chaos, datant de milliards d'années? Est-ce que eux ils avaient cette vision? C'est ça la question. Si oui, ok, je pense qu'on a une conception assez spéciale pour chacun. Je pense qu'on a des avis qui sont différents et peut-être c'est moi je suis déconnecté de la réalité. Mais si vous pensez que non, eh bien ça tombe bien, je pense aussi que non. Ces gens-là ne savaient pas. Parce que ces gens-là, selon moi, étaient totalement ignorants. Mais ces gens-là, ils sont tellement puissants que encore actuellement, encore aujourd'hui, vous arrivez à prendre leurs témoignages, vous arrivez à prendre leurs paroles pour vrai. Même avec toutes ces connaissances, même avec toutes ces observations, tout ce que je vous ai décrit, ça c'est l'humain qui l'a observé après des centaines d'années de sciences, d'études, de mathématiques, de physique, de biologie, d'astronomie, d'astrophysique, etc. Mais ces gens-là sont tellement puissants qu'avec toute leur ignorance, ils peuvent vous faire croire que la Terre elle a été créée avant le système solaire ou avant l'univers et qu'il y avait de la nourriture sur Terre avant le système solaire. Bon, ça c'est assez fort. Ça peut aussi vous faire croire tout plein de choses, mais bon, ça c'est pas réellement le sujet actuel.
Mais en tout cas, je tiens à préciser que c'est quand même assez puissant. Ces gens qui sont totalement ignorants, qui n'ont pas la connaissance que vous avez en 2026 actuellement, de la taille de l'univers, eux qui n'avaient pas du tout cette vision, qui ne voyaient que la Terre, des étoiles et le Soleil, bah eux, ils arrivent à vous faire croire des choses que les humains d'aujourd'hui, ils arrivent à réfuter des connaissances qu'on a actuellement aujourd'hui. Et vous arrivez à les suivre. Posez-vous les bonnes questions. Après, vous êtes libre. Chacun fait ce qu'il veut. Souvent, vous avez entendu encore une fois cette phrase, ouais, la vie n'est qu'un examen, la vie est un test. Mais en réalité, un examen, c'est quoi? Un examen, généralement, il est ciblé. Il est proportionné, optimisé pour ce qu'il évalue. Et il évite le superflu. Notre salle d'examen, on a bien vu à quel point elle est énorme. Un univers vieux de 13,8 milliards d'années, tel qu'on le connaît, un diamètre de 93 milliards d'années-lumière pour l'univers observable, des 2000 milliards de galaxies, des centaines de milliards de planètes, blablabla. Une redondance, ce qui compte, le terme que j'ai pas assez précisé, c'est une certaine redondance cosmique qui est presque parfaite. Et surtout, une indifférence totale aux valeurs humaines à ces échelles-là, à ces échelles de grandeur aussi immenses. Et au milieu de ça, bah, on a une espèce, encore une fois, qui est apparue à la dernière seconde sur une planète perdue qui existe à un instant et dont l'écrasante majorité des individus n'ont même pas entendu parler des religions qui sont censées les juger. Parce que je tiens à préciser que les premières religions ont apparu il y a à peu près 9000 ans sur les 300 000. Et tout ça, bien sûr, c'est qu'un centre d'examen. C'est quand même spécial, hein. Mais la question, c'est pas est-ce que c'est faux ou est-ce faux, mais pourquoi déjà un tel gaspillage de la réalité et à partir de quel moment un examen, ça devient un décor absurde. Posez-vous les bonnes questions. Cette vie d'ici-bas, ce n'est qu'un examen, ce n'est qu'un test, ce qui compte, c'est l'au-delà, faut préparer sa mort, le châtiment de la tombe, faites vos salades, faites vos prières, c'est important parce que cette vie, elle est misérable, elle ne représente rien, elle est... Ouais, si seulement l'humain, il pouvait peupler l'entièreté de l'univers observable, ok, je veux bien comprendre. Mais vraiment, on est microscopique, on est ridicule. Qu'est-ce que l'on représente réellement, finalement? Donc là, c'est là où on va attaquer le vif. C'est quels sont les biais face auxquels nous sommes actuellement confrontés, nous. En réalité, si on devait définir l'anthropocentrisme assez sérieux, si on devait définir l'anthropomorphisme dans sa définition, en réalité, ça commence par 3 aspects. Un biais égocentrique, et ça, c'est quelque chose que l'on a depuis l'enfance, c'est-à-dire que n'importe quel enfant, lorsqu'il est petit, lorsqu'il est bébé, on a 3-4 ans, généralement, on a l'impression d'être le centre du monde. Nos yeux d'enfant, avec notre cerveau pas assez développé, pensent que nous sommes les personnages principaux et le reste, c'est des PNJ, tout simplement. Donc, on perçoit le monde depuis notre point de vue, et ça, en permanence. Et notre cerveau, c'est surtout ça qui est très important, là où le biais il est problématique, c'est que c'est totalement normal. Et même encore actuellement, en tant qu'humain de 2026, même à l'âge de 40 ans, eh bien notre cerveau n'a accès qu'à nous-mêmes. Et psychologiquement, il va surestimer notre importance. Donc nous, on confond généralement la centralité subjective et l'importance objective. Et nous, du coup, on est victime de ce que l'on appelle l'illusion du protagoniste. Et ça, c'est un effet qui existe depuis l'enfance, et ça continuera. On a beau dire on a grandi, on n'a plus ce point de vue, on l'a toujours, parce qu'on ne voit que on a accès qu'à nous-mêmes, on a accès qu'à nos émotions, qu'à notre personnalité, qu'à notre pensée. Qui arrive à être dans les pensées de quelqu'un d'autre? Non, personne. Alors imaginez. Attendez 2 secondes, excusez-moi. 2 secondes. Hein. C'est un avantage évolutif. Excusez-moi. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Excusez-moi, je reviens. Non, c'est juste. Ouais, t'inquiète pas, vas-y, Borchkak. Et on accueille Jack le Foot, du coup, qu'on n'a pas salué. Ah oui, salut Jack. Je l'ai vraiment même Bonsoir, pas vu. Jack. Je crois qu'il était dans l'invité. Je l'avais vu dans les commentaires, mais je l'avais pas vu. Salut, bienvenue, Jack. Et là, du coup, je reviens sur ce que je disais. Notre biais égocentrique, il nous fait tomber dans une certaine illusion qui est l'illusion du protagoniste, où chaque humain, il vit sa vie comme un récit. Il est le héros de son histoire. Alors que l'univers, en réalité, c'est pas un récit. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de morale ou de happy end. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout est bien qui finit bien, où chacun va payer la dette, chacun va payer pour ses péchés, le karma. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien se représenter. Mais ça, c'est le fruit d'une illusion, c'est le fruit d'un biais.
Et ça, on le retrouve depuis le début de notre civilisation. Les premières civilisations pensaient comme ça. Et c'est normal. Et c'est totalement normal. Je tiens à préciser que c'est pas de la débilité. C'est naturel. Et il y a aussi le fait que notre cerveau, il a des mécanismes qui fait qu'il va, même si il n'arrive pas à se conceptualiser quelque chose, il va inventer. Et ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle le biais de finalité. C'est-à-dire que le cerveau humain, il va détester ce qu'il n'arrive pas à se représenter, comme le hasard, par exemple. Généralement, il va inventer du coup des intentions. Par exemple, si ça arrive, c'est pour une raison. Si je souffre, c'est voulu. Si je réussis, c'est parce qu'on m'a aidé. En fait, on projette des intentions humaines sur des phénomènes qui sont aveugles. Et ça, encore une fois, c'est un biais humain. Et ça, c'est un mécanisme de notre cerveau. Notre cerveau déteste ce qu'il ne peut pas se représenter. Juste avec Cassius Lady, si vous vous rappelez, il y a quelques jours, quand on parlait de l'infini, des infinis plus grands que d'autres, l'infini lui-même, on ne peut pas se le représenter. Alors, pour se représenter qu'il y a des infinis plus grands que l'autre, c'est encore plus un moyen de craquer complètement. Et donc, par intuition, par instinct, l'être humain, ce qu'il va faire, c'est que justement, il va vouloir ne pas laisser ce point d'interrogation qui tourne dans son cerveau, il va placer un point. Même si on est le plus rationnel et le plus logique possible, on est tous soumis à cette condition. Okay, on va toujours projeter nos intentions humaines sur des phénomènes, enfin, pas forcément tous, ça dépend à quelle échelle, mais généralement, on projette nos intentions humaines sur les phénomènes et sur le monde qui nous entoure. Et après, il y a aussi un autre biais, celui-ci qui est beaucoup plus lié justement au théisme, à la croyance religieuse, c'est le biais de contrôle. Croire que quelqu'un là-haut veille et donne l'illusion que le monde est maîtrisable. Psychologiquement, ça, encore une fois, ça nous rassure, parce que ça nous renvoie vers une habitude que l'on a depuis notre enfance. Généralement, on se sent beaucoup plus rassuré, on se sent moins angoissé, on se sent plus en sécurité lorsque, par exemple, lorsqu'on est enfant, on est accompagné de nos parents. Quand, par exemple, je sais pas, vous avez à peu près 13-14 ans, vous êtes accompagné de votre grand frère, vous marchez dans un endroit qui est un petit peu chaud, vous vous sentez un peu plus en confiance. Et c'est normal, on a ce besoin de se sentir protégé, on a ce besoin de se sentir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous rassure et qui va réduire tout simplement notre stress. Enfin, c'est quelque chose de normal. Mais le confort psychologique, c'est pas un critère de vérité. C'est pas parce que tu sais pas ce qu'il y a avant le Big Bang qu'il faudrait que tu inventes. Avant le Big Bang, on a le mur de Planck. C'est quoi? On peut rien voir derrière, en fait. Bon, Clemzy l'expliquera mieux que moi, mais si vous voulez, ce qu'il y a avant le Big Bang, on n'arrive juste pas à l'observer. Ça veut pas dire qu'il y a rien. Ça veut pas dire qu'il y a Dieu qui était en train de danser et après, il a décidé de péter et boum, l'univers, il a apparu. Non, on ne sait pas. Et on ne sait pas, il nous fait souffrir. Moi aussi, je vais vous le dire. Je souffre de me dire que le mur de Planck, c'est un mystère. J'aimerais bien qu'il y ait un univers cyclique. J'aimerais bien qu'il y ait des phases de Big Bang, Big Crunch. J'aimerais bien qu'il y ait ce rebond cosmique. J'aimerais bien qu'il y ait un multivers. Mais ce que j'ai envie, ça représente pas la réalité. J'aimerais un jour qu'on nous dise qu'on est dans un univers cyclique infini qui a toujours existé et qui existera toujours. Mais je peux pas. Voilà. C'est encore une fois un biais. Notre cerveau va venir automatiquement vouloir placer une certaine volonté avec quelque chose qu'on voudrait définir comme un critère de vérité. Et encore une fois, ça, c'est une illusion. C'est le confort psychologique qui n'est pas un critère de vérité. Et aussi, encore une fois, ça, c'est le point final de l'anthropocentrisme, c'est le biais anthropomorphique. On va toujours attribuer à l'univers des émotions humaines, une intention, une colère, l'amour, la récompense et la punition. C'est totalement normal, mais c'est pas rationnel. Un ouragan, par exemple, ou un séisme, on pourrait penser que c'est une punition divine pour un peuple qui aurait fait des choses pas bien. Non, un ouragan, ça ne punit pas. C'est un séisme, ça ne punit pas. C'est totalement naturel. C'est des activités qui se font de manière naturelle, donc soit dans l'activité des plaques tectoniques ou au niveau du climat et de la météo. Ça, je vais pas utiliser des termes que je maîtrise pas. Et voilà, un ouragan, un séisme, une catastrophe climatique, ce n'est pas une punition. Une étoile, elle n'aime pas. Vous voyez, par exemple, cette étoile, c'est l'étoile qui nous guide. Cette étoile, il faut lui vouer un culte ou je ne sais quoi parce qu'elle veille sur nous. C'est l'étoile de la grâce, l'étoile de... Non, encore une fois, c'est des projections humaines. C'est des projections humaines. Et ça, c'est le biais de l'anthropomorphisme. C'est le point central de la plus grande erreur qu'un être humain peut faire. Et c'est encore une fois normal, mais malheureusement pas rationnel. Et l'univers
ne pense pas humain. Même nous, avec nos propres yeux, on voit l'univers tel qu'on essaye de se le représenter, bah, on est aussi limité par notre vision, on est limité par nos 5 sens. Nous sommes limités. Et le truc, c'est que il faut pas non plus en souffrir, faut pas se dire que, ouais, finalement, on sait rien. On essaye d'en savoir le maximum possible. Mais plus on va prendre conscience de ces biais, plus on va les combattre, mieux on peut comprendre et plus on sera rationnel. Parce que oui, on peut pas être parfaitement rationnel, on peut pas avoir la connaissance de toute chose. On est limité, on a 5 sens. Tu vois, si on voit en 3 dimensions, on ne voit pas la 4e dimension, par exemple. On est limité. Et bah, faisons avec ce que l'on a et cherchons à tendre le plus possible vers la rationalité. Et très honnêtement, là où je considère que l'anthropocentrisme peut être dangereux, c'est que on est objectivement face à une réelle illusion. L'univers, est-ce que vous pensez réellement, ça, bon, je pense qu'on vous l'a déjà posé cette question, c'est un classique un petit peu pour conclure. Est-ce que vous pensez réellement que l'univers, enfin le Dieu créateur de notre univers extrêmement gigantesque et totalement redondant d'un point de vue cosmique, eh bien, sur une simple demande pour qu'il vous aide pour votre examen de permis, vous pensez réellement que lui va venir intervenir pour vous faciliter la réussite de votre permis? Ou est-ce vos efforts et vos révisions et vos entraînements qui vous permettront d'avoir le permis? Est-ce que vous pensez sincèrement que si vous voulez obtenir votre travail de rêve, c'est en maximisant vos efforts sur un entretien d'embauche? Ou est-ce qu'il faudrait prier celui qui a créé cet univers aussi immense pour qu'encore une fois, il va venir se concentrer sur un micro petit détail sur tout ce qu'il a créé pour aller zoomer avec une loupe toute petite sur un seul petit humain sur 8 milliards d'êtres humains pour venir l'aider sur son entretien d'embauche pour qu'on lui dise demain t'es recruté. Tu vois. Et ça, encore une fois, bah, je pense que je l'ai assez dit, eh bien, c'est un énorme problème, c'est une illusion. Et penser que tout l'univers est centré sur nous, bah, c'est une étape de l'enfance, c'est une étape normale de l'enfance. Et y rester à l'âge adulte, c'est refuser de grandir intellectuellement. Ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour l'écoute. Et s'il y a des gens qui aimeraient bien en débattre ou en discuter ou présenter des objections, c'est avec un grand plaisir. En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur et je tenais juste à préciser que cette remise en question que je me suis faite dans ma phase d'apostasie, eh bien, elle m'a énormément aidé en fait à relativiser, à me rendre compte qu'en fait, la peur de l'enfer, c'est tellement humain comme façon de penser. C'est tellement c'est tellement une arme puissante pour faire peur à l'humain et l'empêcher de réfléchir. Vous voyez, ça a été ce qui m'a permis de briser la barrière de la peur de l'enfer. Quand je me posais les questions et que j'étais dans ma phase d'apostasie, je me disais, ouais, mais et si là je suis en train de me fourvoyer d'illusions et finalement là je vais mourir, je vais aller en enfer et je me suis fait égarer par Iblis. Eh bien, c'est par cette expérience de pensée que j'ai réussi à briser ce dernier résidu que j'avais en moi qui faisait de moi quelqu'un de religieux. Et je pense que c'est très important parce que les biais cognitifs, eh bien, bah, ça nous fait tourner en rond dans une illusion et ça nous éloigne de la vérité. Et je vous remercie et c'était un plaisir. Merci de m'avoir écouté. Et je lisais pas les commentaires. Merci Borchkek. Je vais gérer l'ascenseur si ça te va. Je fais les appels. Et toi, tu te contentes de faire les débats et de réfuter ou de te faire réfuter. Merci beaucoup, Borchkek. N'hésitez pas, hein, si vous voulez aussi intervenir, faites-vous plaisir. Hein. Je vais aller boire de l'eau, j'arrive tout de suite. Mais si tu veux faire monter, n'hésite pas. Mais moi, justement, ce qui m'intéresserait, ce serait que tous on puisse échanger et s'il y a certains croyants en particulier. Alors attends, ouais non, ils ont pas fait la demande. Il y en a certains que j'aurais bien aimé écouter, mais bon, c'est pas grave, plus tard. Mais je trouve que ce sujet, il me tenait à cœur et s'il y a des gens qui veulent en échanger là-dessus, ce serait avec grand plaisir. Et tout le monde sur le panel peut s'exprimer, bien sûr en restant sur le sujet et sur ce que vous avez écouté. Je vais te lire un commentaire parce qu'il peut pas parler, je sais pas si tu l'as vu. Jack Le Fou te dit « Oui, Borchkak, mais ton discours ne peut pas toucher les stupides morales. » Il disait aussi, si on continue d'être croyant après le discours de Borchkak, c'est qu'on a peur de réfléchir.
Et j'avoue. Mais t'as dit un truc à la fin que j'aimerais souligner. Tu disais, t'as parlé de l'effet des biais et du fait que, oui, beaucoup de ces croyances sont le résultat de nos biais. Et je pense que oui, le problème est là. C'est-à-dire que la moitié du travail, c'est d'expliquer ce que les biais nous font croire, mais c'est aussi de lister et de comprendre ces biais-là. Et moi, je pense sincèrement, même si j'étais pas croyante en une religion, j'ai remis en question beaucoup de mes certitudes parce que j'ai compris ce qu'étaient les biais cognitifs, ce qu'étaient les biais logiques, et que une fois que j'ai commencé à en apprendre une certaine liste et à en prendre conscience de ce qu'étaient certains d'entre eux, et de vraiment comprendre comment fonctionnent ces mécanismes-là, c'est beaucoup plus facile ensuite de remettre en question ce qui est le résultat de ces biais. Un appel avant que quelqu'un d'autre prenne la parole. Si vous êtes croyant et que vous voulez réfuter Borchkak sur ses arguments, tapez 1. Et si vous avez une question ou que vous voulez juste discuter de tout ça, tapez 42. Et je vous fais monter. Moi, j'aimerais, Borchkak, que tu nous donnes, si tu es toujours là, le site que tu as consulté, que tu nous as montré au début. Alors, je vous le réaffiche, je vous le montre. Attendez, juste attention. Putain, ma veilleuse. Excusez-moi. C'est juste ici, Scale. Attendez, excusez-moi. Hop, je vais réactiver ma caméra. Parce que c'est super intéressant le fait de pouvoir zoomer comme ça et tout. Après, moi, j'ai fait un mini diapo sur après le reste, parce qu'après ça c'est devenu plus trop représentatif de ça. Enfin, ça représentait plus trop ce que je voulais montrer. Alors effet, tac, bam. Ouais, c'est du coup ce site. Attends, Scale of Universe 2. Voilà, c'est The Scale of Universe 2. Vous écrivez Scale of Universe 2. Bam, voilà. Et là, vous l'avez juste ici. Vous mettez français parce que vous êtes français, à part si vous êtes canadien. Vous désinstallez votre ordinateur. Du coup, voilà. Et là, oui, on fait du coup de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Donc, la Terre. Juste ici, on a les étoiles les plus grandes jusqu'aux nébuleuses. Et on arrive aux galaxies naines, jusqu'à ici la Voie lactée, qui est la nôtre. Là, on a notre voisine Andromède qui va nous péter la gueule dans 4 milliards d'années. Non, ça va pas nous péter la gueule. Oui, on va lui péter la gueule. Voilà, et tout ça, c'est l'univers observable. Univers observable. Oui, enfin, c'est une fusion, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est, même moi, je croyais qu'il y avait une collision quand j'étais un petit peu petit. C'est trop grand. Y a pas de, ouais. On a Fred qui est monté pour parler de plusieurs de tes arguments. Salut Fred. Salut et merci et désolé si je bafouille parce que je suis un peu intimidé par le panel. Et parce que je vais dire, parce qu'effectivement il y a 2-3 choses qui me semblent pas forcément précises dans ce que tu as dit, Borchkak, contrairement à d'habitude d'ailleurs, j'ajouterais. La première, c'est que tu as parlé de redondance. Moi, à titre personnel, je vois pas de redondance, à moins que tu qu'on s'accorde sur une définition commune. Je crois que je vais réafficher le. Enfin, je vais pas abuser, mais en fait, si tu veux, je vais te répéter quelques données, tu vas comprendre pourquoi je te dis que c'est redondant. En fait. Non, c'est pas. Juste, pardon. J'ai entendu, j'ai écouté les données. Oui, non, je pense. Mais sur quoi tu penses qu'il y a pas de la redondance au sein de l'univers? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle redondance. Pour moi, la redondance, c'est comme dans les systèmes RAID, tu vois, ou tu vois, informatique, où c'est que tu as une donnée qui est dupliquée, répliquée, et qui est répliquée, c'est-à-dire à l'identique. Je vois pas comment deux... Voilà. Donc, la redondance, sur ça, je trouve... Ok, je vais me corriger. En fait, si tu l'as compris de cette manière, dans le sens informatique du terme, moi je l'utilise plutôt dans une forme de langage courant, et surtout que je parlais en fait des éléments principaux de l'univers, enfin, les corps entre guillemets que l'on retrouve un peu partout au sein de l'univers observable. Quand par exemple tu peux aller dans une autre galaxie, tu vas toujours voir des étoiles, tu vas toujours voir des trous noirs, des étoiles à neutrons, des planètes et des ouais, voilà. C'est qui a répondu? Homogène. Oui, voilà, c'est assez homogène en soi. Mais là où je parlais de redondance, c'est qu'en fait, quand on quitte un système solaire,
et qu'on va dans un autre système stellaire, bah on va juste revoir exactement la même chose, enfin à peu près la même chose un peu partout. Donc on est sur quelque chose d'assez redondant en soi. Maintenant, par exemple, d'une galaxie à une autre, il y a des différences sur les types de galaxies, mais il y a que quelques types de galaxies. Tu vois, il n'y a pas une galaxie. Enfin, si, il y a sûrement des galaxies qui sont uniques, mais tu peux retrouver, par exemple, deux galaxies qui sont quasiment identiques sur énormément d'aspects, tu vois. Et c'est pour ça que je parle de redondance. Et tu sais, surtout quand tu sais que derrière l'univers observable, l'univers est censé être beaucoup plus grand que ça. C'est juste que nous, ce qu'on observe, donc l'univers observable, c'est juste parce que la vitesse de la lumière, elle va pas, enfin, si je veux pas dire de conneries, Tony Khan, tu me corriges, la vitesse de la lumière, elle va pas aussi vite que l'expansion de l'univers. Est-ce que j'ai dit d'accord? Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok. Oui, Jack. Ouais, pardon. En fait, s'agissant de l'univers, on parle pas de redondance. On dit qu'il est homogène et isotrope. Ah, ok. Bah, merci pour la correction. C'est plus juste. Ok, ouais, c'est vrai que c'est plus juste. Ça me paraît beaucoup plus pertinent dans un discours qui se veut rationnel et scientifique, effectivement. Quand tu commences à parler de redondance, bon, déjà, je suis pas sûr c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Beaucoup de monde te comprennent et surtout, c'est très facilement réfutable, en fait. Parce que du coup, ça, je comprends. De toute façon, c'était une question de définition pour le coup. Oui, parce que ça sous-entendrait tout à fait. que certaines planètes ou certaines galaxies sont identiques les unes aux autres, ce qui est pas... Oui. Voilà, tu voulais dire homogène. C'est plutôt homogène, ouais, que je voulais dire, pour le coup. Homogène. Dans ce cas d'usage, j'avais mal compris peut-être le terme, mais c'est pas grave. Bon, c'est surtout sur ça. Donc c'est une bonne correction. Éventuellement, la deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que comment tu as dit ça? Oui, tu as dit que, en gros, tu as fait l'analogie entre la Terre qui serait, enfin, l'humanité ou la Terre qui serait trois élèves dans une salle de classe de la taille de l'univers, etc. Et tu te disais, mais à quoi bon avoir une salle de classe si grande? Si j'ai bien suivi l'analogie. Est-ce que c'était ça déjà? Oui, enfin, qu'est-ce que tu as compris de ça? Enfin, c'est quoi le problème avec ça? Alors, le problème avec ça, c'est que moi, j'en vois plusieurs, mais alors attends, par où commencer? Est-ce que tu sais comment est formé l'oxygène? Non, je vais reprendre, pardon, autre question plus simple. Est-ce que tu connais la notion de poussière d'étoile d'Hubert Reeves? Non. Enfin, j'ai pas la ref. L'idée, c'est que tout ce qui a avant le fer se forme dans les étoiles. Ah, ok. Non, plutôt tout ce qui a... Tout ce qui est tableau périodique des éléments. Ouais. Les gars, c'est un kiff. J'ai quasiment interrompu Jack. C'est presque un kiff. Non, en fait, c'est tout ce qu'il y a après l'hélium se forme dans les étoiles. Donc, notamment l'oxygène qu'on respire, on pourrait pas le respirer a priori s'il n'y avait pas d'étoiles et un univers complexe, un univers quelconque autour. Donc après, évidemment, c'est compliqué de se projeter, de dire si c'était pas comme ça, tu vois, ce serait complètement différent, etc. C'est pas le but de te réfuter, c'est de dire attention sur les arguments avancés. Pour le coup, Fred, l'analogie est pas là. T'as pas compris l'analogie. C'est pour le coup, ça n'a pas de rapport avec ce que. Non, ça n'a pas de rapport avec ce qu'il a dit. C'est quand tu pars dans une vision religieuse. Il y a pas de genèse dans les étoiles. Dans le Coran. Mais moi, si j'étais religieux, je pense que la porte ouverte par Borchak, je taperais dedans en disant mais si l'univers est nécessaire parce que Dieu l'a voulu, parce que on sait bien aujourd'hui que tous les atomes entre guillemets lourds sont forgés, sont créés par la puissance divine dans les étoiles avec la permission de Dieu. Pour le coup, c'est vraiment pas le but. Non, mais pour le coup, c'est vraiment pas le but du sujet qui est l'anthropocentrisme. Tu vois. En fait, je tiens à préciser que ça fait aussi référence à des croyances de l'époque. Enfin, l'anthropocentrisme, c'est pas simplement basé sur ces. En fait, là, j'ai envie de te dire, j'aurais jamais cru imaginer un jour dire que c'est une vision anachronique que tu as actuellement sur ta critique. Mais
quand je te dis ça, c'est dans le sens où à l'époque, ils étaient géocentriques et ils pensaient que la Terre était au centre de l'univers. Donc, c'est totalement incohérent et inconcevable pour les gens de cette époque de parler de ce que tu nous expliques actuellement. Mais Ça, c'est avec un prisme de moi, 2026 qu'on pourrait dire ça. Et c'est pas le but de mais mon moi, je suis tout mon analogie dans les faits. d'accord, ok. Mais je trouve personnellement que du coup peut-être l'argumentation, c'est que voilà, c'est que mon interprétation à moi, ça te montre bien que pour moi l'argumentation était pas forcément orientée dans cette optique-là, parce que quand tu dis l'univers est trop grand pour laisser penser que Non, alors attends, comment non, je peux je dire pense c'est pas ça. Non. Ce que j'explique, c'est quoi? C'est que la Terre, la vie d'ici-bas, l'univers tout entier tel que tu le connais, tout ça, c'est ça que t'as pas compris, c'est que c'est la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas, c'est un monde, entre guillemets, de passage, c'est un examen pour l'humanité. Ta vie, de ta naissance jusqu'à ta mort, tous les humains, de leur naissance jusqu'à leur mort, en vrai, ils vivent, c'est comme s'ils passent par une plateforme d'examen, c'est comme si tu vas passer ton code, tu vois, c'est comme si tu passes ton examen du permis. C'est quelque chose de temporaire, c'est pas quelque chose de central, c'est quelque chose de temporaire, de laquelle t'es de passage, entre guillemets, pour accéder à la vraie vie qui est la vie de l'au-delà. Et l'analogie que je faisais, c'est pourquoi avoir créé un univers aussi homogène et qui semble si amoral à une certaine, aux échelles cosmiques que l'on atteint. Pourquoi avoir créé un décor aussi immense pour une simple petite plateforme d'examen? C'est censé être un examen, cette vie. C'est ta vie, t'es censé y consacrer ta vie, selon la plupart des religions, à l'adoration et à l'adoration du Dieu et le fait de réaliser des obligations. Ça pour éviter un châtiment douloureux et pour un paradis éternel. Et le problème, c'est que, regarde, si tu veux un exemple clair, net et précis, t'as Marwekos juste en bas qui pense que la Terre est plate, que la Terre est au centre de l'univers, que les galaxies, l'espace et la NASA nous ment. Lui, c'est un vrai de l'époque des Sahaba, tu vois. Lui, c'est un vrai, tu vois, c'est magnifique, Marwekos. Merci d'exister. Regarde, l'univers n'est pas ce que vous dites, c'est pour ça que vous êtes athée. Tu vois, lui, c'est l'exemple parfait de l'être humain du 7e siècle. Il a la conception d'un être humain du 7e siècle. Et c'est parfait. Parce que du coup, ça te montre que lui, il pense qu'on est dans un endroit qui est beaucoup plus petit. Le soleil, qui est un truc qui est local, hein. Le soleil, c'est pas un truc aussi immense, hein. Le soleil est plus petit que la Terre, il est local selon lui. Tu vois? Ça, c'est son point de vue à lui. Ça tombe parfaitement bien. C'est le point de vue islamique. C'est le point de vue cosmogonique islamique. Lui, tu lui dis la Terre, elle a été créée avant le soleil et que la nourriture, elle est présente sur Terre avant le soleil et les étoiles. Mais lui, il a aucun problème avec ça. Il va pas chercher à te réfuter. Parce que, c'est son modèle et c'est le modèle qui est conçu, selon l'islam sunnite. Et tu vois, tu viens avec tes connaissances de 2026 encore une fois pour faire une projection, une critique sur des croyances d'une époque où ils étaient très très loin de ces connaissances-là que tu as actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est parfait que Marwekos ait parlé. Franchement, c'est parfait. Parce que là, Fred, t'es juste pas la cible de l'argument, c'est tout. C'est exactement ça, en fait. Oui, du coup, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu parles à une personne plutôt comme celle que tu as citée en bas, là, qui veut rester dans ses considération, je veux dire, du dogme et des écrits, etc. Et pas quelqu'un qui chercherait à faire même de la, comment ça s'appelle, c'est un sujet qui est principalement la religion, en fait, Fred. Je sais pas si t'as compris. Ouais, mais ouais. En fait, c'est, regarde, la critique, attends, regarde, juste pour que tu comprennes. C'est la critique de la religion par les biais de l'époque, de ces religions-là, c'est-à-dire l'époque où ces religions se sont formées, les biais et les ignorances qu'on avait, ils permettent de mener à ce genre d'absurdité qu'on peut observer actuellement en 2026. C'est que nous, avec nos connaissances actuelles de 2026, je crois que tu n'as pas compris qu'on fait un retour, entre guillemets, un petit peu dans le passé pour essayer de se mettre à la vision des gens de cette époque. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que les gens de cette époque, ils étaient ignorants et qu'ils avaient une vision cosmogonique, et cosmologique qui n'a absolument rien à voir avec celle qu'on a actuellement, car ils étaient ignorants. Et je m'adresse à des croyants directement. Attends, je m'adresse à des croyants directement qui, eux, sont prêts à sacraliser ces textes qui sont basés sur des gens totalement ignorants, avec des biais et un manque de connaissances énorme, qui avaient une conception cosmologique et cosmogonique qui est vraiment mais basé sur de la croyance pure et dure et de la mythologie. C'est de ça dont je m'exprime, aux gens de 2026, aux croyants de 2026. Tu vois ce que je veux dire? C'est le but. L'anthropocentrisme, c'est ça le but. Moi,
Moi, j'étais parti plutôt sur tu vois, des personnes qui pourraient utiliser le concordisme par rapport à ce que tu as dit. Et donc, Oui, après, utiliser voilà. la science moderne pour dire, mais non, regarde, c'est nécessaire à tout ça. Le, Voilà. le, le, Ok, le pardon. concordisme ne fonctionne pas. Je t'assure que les textes font que le concordisme ne fonctionne pas. Il ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Un minimum de connaissances Ah, des textes. je pas dit. Une connaissance. Non, mais après, ça reste de la malhonnêteté intellectuelle. C'est n'importe. En fait, regarde, si tu veux savoir, Fred, je te fais monter un platiste, tu vas perdre le débat. Ça veut dire quoi, tu vas perdre le débat? Ça veut pas dire que tu vas gagner par des arguments. Non. Il part du principe qu'il a raison. Tu as tort, quoi qu'il arrive. Le mec, il va pas te lâcher. C'est j'ai raison. Tu peux lui prouver par A plus B. Il va te dire que la Terre est plate. Tu sais quoi? Tu investis 50 milliards d'euros. Tu lui envoies dans une fusée dans la station spatiale de l'ISS. Il va dire que c'est une illusion de mes yeux. Il se passe quelque chose. Je vois la Terre ronde, mais elle est vraiment plate. C'est ça que tu comprends pas. C'est que le but. Si, attends, c'est pas- Borchak, on dévie. Tu dévis de la question. Non, mais, Tu lui as répondu sur le truc. de quoi sur quoi? Bah c'est bon, l'argument, il a compris pourquoi il comprenait pas l'analogie. T'as bien expliqué. Ah, ok. Non, mais voilà. Juste en tout cas juste pour être clair quand même. Le but, c'est pas forcément de débattre, de convaincre ou d'avoir raison, c'est de pousser les gens à se remettre en question et réfléchir, c'est tout. C'est principalement ça. Les gens, je pense qu'ils sont assez intelligents. Je pense que ce genre d'expérience de pensée, on peut tous se le faire. Je pense qu'on a tous accès à Internet, on a tous accès même à l'intelligence artificielle qui peut beaucoup nous aider dans l'apprentissage, mais bon, faut pas baser tout sur l'intelligence artificielle. On a vraiment tous les outils en 2026 pour ne plus pour être de moins en moins ignorant. Hein, dans les années 90, on n'avait pas Internet, on avait plus de chances d'être ignorant que maintenant. Donc voilà. Moi, l'objectif, c'est que avec cet exposé, c'est que les gens réfléchissent. Et pour le coup, pour la prochaine intervention, j'aimerais bien que ça soit un croyant justement, qui vienne me donner son avis. Il y en a deux. Bah vas-y. Si Répondez tu peux faire maintenant. un peu. Bon après, Maroueko, je sais que Merci tu vas beaucoup, parler en tout d'interface, cas. hein, on a déjà eu ce débat. Merci Fred en tout cas. J'espère en tout cas. Merci à vous. Et c'était très clair. Oui, j'étais parti sur autre chose complètement, effectivement. Merci encore. Ok. Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée à toi. À bientôt. Alors, tapez 1 si vous êtes croyant et que vous voulez réfuter les arguments de Borchak. Le navigateur, tu insistes pour monter. Tape monter, 1 si tu es croyant. Non, un moins que rien, c'est bon, s'il te plaît. Il n'a pas fait la demande. Eh ben parfait. Salut. Attends, t'es pas encore en haut. Et salut à toi. Ça va Salut tout le monde. Ah, ça va, Dieu merci. Dieu merci, Eh ben, moi je bienvenue. crois en Dieu. Ah, voilà, Parfait. moi je crois en Dieu. Je suis monté dégommer Jack le Fou. Ah, ben Jack Jean- le Fou, c'est pas lui qui débat ce soir pour l'instant, c'est Borchak. Bon, je caque, mais moi, non, je suis venu pour lui. J'ai envie de le descendre. D'accord. Est-ce que D'abord, tu peux débattre avec Jack le Fou, mais par autre que soi, c'est-à-dire avec Borchak. Avec un grand plaisir. Allez, c'est parti alors, let's go. Vas-y Borchak, c'est parti. t'es le champion, Ah, t'es le champion de Jack le Fou. le navigateur. T'es de quelle confession? Le navigateur, t'es de quelle confession? Ah non, ça c'est personnel. Ça, on peut dire c'est comme c'est la vie, c'est ma vie privée. Je vais perdre patience très vite, frérot. Il y a d'autres gens qui veulent monter. Mais moi, j'ai Allez. pas. Non, ne perds pas patience. J'attends des gens pertinents. Allez là, et On voilà. t'embrasse. Bonne soirée. Prends soin de toi au maximum. Ouais. Et use au maximum de malice pour comprendre le monde qui t'entoure. À bientôt. Oh là là, c'est dur. Hein. Alors, si C'est vous la voulez parler des arguments de Borchak et que vous êtes croyant, tapez 1. N'importe quelle religion. Après, est-ce seulement possible de réfuter Borchak? Beaucoup ont essayé. Ils ont passé un mauvais quart d'heure. Ouais, c'est ça. Ils ont eu des problèmes. Problème. Et bonne question, Karimo. Est-ce que ça réfute le déisme? Bah, pas tellement. C'est beaucoup plus centré. Enfin, c'est beaucoup plus sur le théisme. Même si sur le déisme, un petit peu dans le sens où ça reste encore une fois une projection humaine. Encore une fois, bah voilà. Attends, il s'appelait comment déjà le biais? Putain, il faut que je retrouve parce que je l'avais noté. Oui, parce que ceux qui savent pas, j'ai pas tout improvisé. Hein. J'ai préparé un minimum. Hein. Tu parles d'un biais ou du sophisme de l'appel à l'ignorance?
Non, Tu parles de non, quoi? pas le déisme, c'est De pas mettre, forcément de ça. mettre une entité derrière les actions? Non, c'est inventé, enfin c'est le biais de finalité. En fait, c'est quand notre cerveau il en Une fait, intention derrière les choses systématiquement. Agentivité. en fait, ouais, voilà, en fait, c'est lorsque le cerveau refuse le je ne sais pas, lorsque le cerveau refuse ce qui n'arrive pas à concevoir, et donc automatiquement il préfère créer. Donc par exemple le déisme, bah dans les faits c'est un biais. C'est pas forcément lié à une. Après c'est pas forcément partout le cas, tu vois. Il y a par exemple des raisonnements rationnels qui te permettent des raisonnements logiques. J'ai pas envie de confondre entre rationnel et logique, qui te permettent d'en conclure que oui. Dieu pourrait exister. Maintenant, ce n'est pas une preuve. Non. Pas une preuve. Non. Bah vas-y, tiens, résume mieux que moi, parce que là, pour le coup, ça, c'est ton sujet, Tony. Bah non, il n'y a pas d'arguments logiques qui font arriver à Dieu et... Dieu existe. Non. Ok. Bah, Oui, c'est bon, dans le si. sens de l'existence... Oui, dans le sens d'existence physique, oui. Ça... Si tu Bah, veux, si tu veux, Borjak, le problème avec le déisme, c'est le côté, c'est l'argument irréfutable, en fait. Et l'argument irréfutable, bah, comme son nom l'indique, il n'y a pas de débat dessus. C'est pour ça que c'est pas très intéressant. Pourquoi tu l'as fait remonter? C'est pas moi. Ah ouais, ça c'est Jack qui l'a fait remonter, non? C'est toi, Jack, qui l'a fait remonter? Ouais, je crois que c'est bien. Merci la folle. Pourquoi tant de haine, Je suis là, voilà. Je l'adore, j'adore ce mec. À lui la parole. Trop d'arguments, il prend ses livres, je sais pas, il fait des exposés. Alors viens. Tu veux un débat, moi, oh là, j'adore ça. Alors, en attendant juste 2 secondes le navigateur, Ok, pour ceux d'accord. qui sont croyants théistes, donc qui adhèrent à une religion que des croyances religieuses en général, tapez un chiffre dans le chat et faites la demande. Je vous fais monter par rapport au sujet bien sûr qu'on est en train d'aborder. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors attends. Uniquement, s'il vous plaît, ceux qui mettent un chiffre, c'est uniquement les croyants. Voilà, c'est enfin les croyants à une religion, s'il vous plaît. On est déjà assez daté dans le point. Je ferai monter, il n'y a pas de souci. Vas-y le navigateur, explique-nous ce que tu as à nous dire. On coupe tous nos micros, vas-y. J'ai rien à dire. Moi, j'ai envie de débattre avec Jack. Lui, il croit en rien. Moi, je crois, il y a une force. Voilà, c'est comme, c'est pas, il y a un tremblement de terre, ça vient du ciel, il y a la pluie. Lui, voilà, il croit en rien. Moi, je crois quand même, il y a une chose, il y a une force, il y a quelque. Lui, j'ai envie de parler avec Jack. Si je suis monté uniquement, c'est pour Jack. J'ai envie de le finir, le déchirer. Il monte, il parle, et voilà. Il va me donner des arguments, des explications. J'essaie de comprendre. Il va me dire, il va me conseiller peut-être à prendre des livres, à lire ou à regarder. Voilà. Tout le monde, on a les moyens, il y a les ordinateurs. Je vais aller consulter, je vais voir. Voilà. En plus, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il va me donner une explication rationnelle. C'est pas, voilà. Moi, je parle pas beaucoup français. Moi, je suis, voilà, j'essaye, mais je sais que je vais le finir, je vais le déchirer. Je vais le dépouiller. Il vient, je l'entends dans chaque live, il vient, il a lu 2 livres ou 3, il ramène son cahier, il vient avec son ordinateur, il va m'expliquer, voilà. J'ai envie de devenir comme lui, mais j'arrive pas. Quand je l'entends, il n'arrive pas à me convaincre. Je trouve qu'il est débile, irrationnel. Il parle, voilà, aucune preuve. Je sais, il parle tel il a dit, telle chose, tel, il tourne en rond autour du pot. Et pour moi, c'est pas bon. En plus, je viens de me réveiller, hein. Je viens de me réveiller, j'ai lavé le visage et j'ai envie de toi, Jack. J'ai envie de te finir, te dépouiller. J'ai envie de t'humilier devant tout le monde. Et tout le monde te connaît, hein. Genre, tu es le courant, tu fais ça ou ça. Vas-y, on y va. Moi, je te dis, je
suis au Maroc, je parle à peine français, d'origine kabyle. Tu sais, si tu veux parler kabyle, alors là, encore pire. Même en français, je vais te déshabiller. C'est promis. C'est promis, je vais t'humilier. Je peux te poser une question, le navigateur? Vas-y. Ouais, allez-y. Est-ce que tu es pour ou contre le mariage des petites cartes? Je peux pas le dire. Je crois qu'il y a une force. Je Y a pas de suis problème. pas tombé du ciel. Voilà, Y a pas de problème. Je suis pas une salamandre, je suis pas tombé Ouais, du ciel. ben non. Bah oui, comme les salamandres, bien sûr. Et donc, est-ce que Dieu, il t'observe et est-ce qu'il va te juger à la fin de ta vie? Je sais pas, je suis pas mort, je suis pas revenu. Si tu sais pas. Ok, pour l'instant, tu penses tout comme moi. Pour l'instant, tu penses tout comme moi. Est-ce que tu penses que Dieu, il a créé la Terre directement? Ou est-ce que la Terre, c'est le fruit de plein de processus compliqués, des collisions de cailloux dans l'espace et tout? Ouais, C'est ça, Dieu je crois. ou les Oui, collisions de cailloux? Je crois, voilà, je crois à cette théorie. Laquelle? Collision de cailloux? Ah, il y a la collision quand tu vois. Ah, la ok. Terre, C'est génial. Les continents. Ouais, ça, on est pareil. Ok. Les galaxies, tu penses que c'est Dieu qui les a créées directement ou c'est des processus compliqués avec des étoiles, des collisions et tout? Non, je crois les processus, c'est ça. Tu viens de le dire. Tu viens de le Parfait. dire. On pense pareil. Ok. Dernière question. Oui. Est-ce que l'univers, il a un début? Tu sais ou tu sais pas? Moi, je sais pas. Attends, Ayam, Excuse-moi, le navigateur. Alors, tu penses que l'univers, il a un début ou tu sais pas? Je pense, oui. Ah, déjà, Mais est-ce que tu sais? Non, je te dis rien qu'une chose. Arrête de me couper, tu me poses la question, tu me laisses répondre. Ouais, t'as vu? J'ai fait ma salamandre. Exemple, les carbone 14. Pour retourner en arrière, 10 siècles, c'est pas 100 ans, des siècles en arrière. Et, voilà, il faut m'expliquer. Exemple, les dinosaures. Après, Alors attends, le navigateur, c'est pas ma question. Est-ce que tu penses que l'univers, il a un début? c'est sûr. C'est sûr. Ah, ça c'est intéressant. Là, on n'est pas d'accord. Moi, je sais pas. Ah, moi, c'est sûr, Ok. c'est sûr. Écoute, même à ma naissance, mes enfants, chaque chose Non mais l'univers, on reste sur l'univers, ok? Et reste cet sur l'univers. qui l'a créé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a créé ou personne l'a créé? C'est juste un processus naturel, comme Allez, les galaxies. Je sais pas, je pense, peut-être un peu, je vais pas dire, voilà. Tu sais pas. Voilà, je sais pas, je peux pas le dire, je peux pas le définir. Les scientifiques, ils n'arrivent pas à le dire, je suis pas venir. Ouais, je comprends. Eh ben, les navigateurs, en fait, t'as pas une position qui est particulièrement celle d'un croyant qui croit en un livre ou un dogme. Ta position, elle est quasiment comme la mienne. Moi, je sais pas, comme toi. La seule différence, c'est que toi, tu crois que l'univers a un début. Moi, je sais pas. Donc, on va passer la parole parce qu'il y a des gens qui sont plus croyants en des livres. Merci beaucoup, hein. Mais je te remercie. Beaucoup pour la parole et T'en fais merci, pas. Jack, quoi qu'il en soit, même si c'est la bagarre à chaque fois, mais je t'aime bien. Allez, Ça fait salut. plaisir. J'écoute. Je suis à l'écoute, je coupe mon micro. Je suis marié, navigateur. Désolé. Mais c'est ce que j'allais lui dire, Jack. Allez, merci. Merci, le navigateur. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Au revoir. Merci. Alors, Allez, tapez un numéro si vous êtes croyant et que vous voulez parler avec Borchkak, qui est prêt à défendre sa position sur l'égocentrisme et l'anthropocentrisme. Jack, tu prends aussi les témoignages? je serais prêt à prendre un témoignage, mais vers la fin, pour le coup, j'aimerais quand même un minimum un contradicteur. Attends, il y a Ayam, mais Ayam, s'il te plaît, on va voir, on va tester Ayam. Ayam, bonjour, monsieur. Mais moi, j'ai Bonjour, une question monsieur. pour Boschkak. Bonjour. Attends, 2 secondes, Ayam, 2 secondes. Oui, vas-y, Franchement, vas-y. pardon? Je peux attendre Boschkak, c'est pas grave. Ok, tu peux attendre, c'est mieux. T'as l'arrêt de bus juste à côté de nous. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Ayam.
Dis-moi, Borchak, ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Shalom Aleichem. Dis-moi, Borchak, qu'est-ce que c'est, tu peux me définir l'homme de paille? C'est faire dire à quelqu'un ce qu'il Non, n'a mais jamais dit, sérieusement, ce qu'il n'a non, jamais affirmé. je vais dire le pourquoi. Vas-y. C'est quoi un homme de paille? Oui, c'est un homme fait de paille. Non, sérieusement, je l'ai dit, mais tu m'as coupé la parole. C'est faire vas-y, dire, vas-y. c'est faire dire quelque chose à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit et faire un argument sur ça. Ok, c'est la première des choses. Tu fais maintenant les gens pour plaisanter avec eux? Hein? Oui, parfois, Borchak, c'est vrai que tu rigoles avec les gens, c'est vrai que t'es plutôt drôle. J'ai le droit. Je me moque de personne, Tony, moi. s'il te plaît. Va te laver les dents. Ouais, mais fais pas ta salamandre. Didi, va te laver les dents, s'il te plaît. Ah, mais il me troll, il se fout de ma gueule. Attends, Non, je troll pas. C'est pas une question, je troll pas. Tu sais, comme on dit en algérien, تتمنيك بالناس. Ah oui, Bon, ça فهمني dit- هذاك Putain, Ça veut dire France, qu'est-ce allez, que je crois- je crois- intéressant à nous dire. اسمع 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 ما رانيش صديقك. Il y a un truc intéressant ou pas? Parce que moi j'avais Si, envie si, il y a un de- truc, poser je une parle question. de... Voilà, j'ai Tu posé as une 10 question. secondes, C'est un vraiment, homme tu as de 10 paille, parce secondes. qu'il a fait Si son tu dis intro. quelque chose Ouais, ta gueule, s'il te plaît, ta gueule. Ta gueule. et tu auras 5 secondes pour dire un truc intéressant. Putain. Wow. Parfait, Borchak. Qu'est-ce que... C'est la deuxième. Wow. T'as ouvert une porte avec ton argument, t'as ouvert une porte vers quelque chose. Non, navigateur, Vas-y, Jack, encore, ça si va. t'as une question. Je te jure, honnêtement, navigateur, ça c'est bien fini. Je veux pas dire de trucs négatifs. Voilà. Le navigateur, ça va. Mais là, lui, frère. Putain. Non, s'il vous plaît, quelqu'un de sérieux, tapez un numéro si vous voulez. En fait, on vous voit dans l'ascenseur, mais je ne sais pas qui vous êtes. Si vous êtes théiste, ceux qui sont dans l'ascenseur, mettez un numéro dans le chat. Écrivez 5, 7, 9, 273 milliards. Ah tiens, tu veux monter toi? Non, toi, je sais que tu veux pas monter, toi, tu trolls. Non, je veux pas que tu fasses sauter mon live, je vais pas te faire monter aujourd'hui, Sahab Sunna. Alors attention, brille étoile. Attends, bah du coup, Jack, vas-y, avant que... Oui, vas-y, je t'évente. Jack. Non, parce que j'ai entendu ton discours, vraiment, depuis le début, ton raisonnement, ta chaîne de raisonnement et tout. Mais tu m'as pas convaincu sur un truc, en disant que c'est cette chaîne de raisonnement qui t'a fait apostasier. Oui. Moi, je pense, ou je pensais, peut-être que je me trompe, que c'était le contraire. C'était une fois qu'on s'extirpe de l'autorité religieuse, c'est-à-dire que ce n'est plus un horizon indépassable, qu'on tient ce genre de raisonnement. Et non pas l'inverse. Alors que toi, tu l'as raconté comme si c'était cette chaîne de raisonnement Non. qui t'a fait extirper de l'autorité. Et Non, il avait dit que j'arrive c'était pas le dernier levier de ses derniers doutes. Oui. Et pour moi, c'est une fois que tu commences à raisonner comme ça, tu n'es plus sous l'autorité de la religion. C'est-à-dire, ce n'est plus un repère pour toi. Ce n'est plus une référence pour toi. Allah ou le prophète ou quoi que ce soit. Bah en fait, regarde, je redis juste parce que ça, je l'avais dit vers la fin, mais c'est vrai que j'aurais dû le préciser vers le début. En fait, c'est dans ma phase d'apostasie où en fait c'était ce raisonnement-là, il m'a permis de mettre un coup de hache définitif à la peur de l'enfer. Tu vois, pour moi, c'est ce raisonnement-là qui m'a fait prendre conscience entre guillemets que je n'ai pas à avoir peur de mon apostasie. C'est vraiment le truc qui m'a fait apostasier définitivement, si tu veux. En fait, j'avais apostasié en soi avant, mais t'as toujours des petits résidus de « et si je me trompais », tu vois. Et le « et si je me trompais », c'est un petit peu ce raisonnement-là qui m'a fait sortir. C'est pas ça qui m'a fait apostasier, sinon. C'est pas ce raisonnement qui m'a fait apostasier. M'a définitivement fait apostasier, entre guillemets. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un truc que pour le coup, c'était petit détail par petit détail jusqu'à arriver à ce genre de raisonnement. C'est vrai que c'est pas dès le début. Alors, j'ai juste vu Alderius. Je sais pas si Alderius, je sais pas s'il est croyant, mais il a mis un numéro. Bonsoir. Bonsoir, Alderius. Je sais pas lire. Beaucoup de gens écorchent mon nom, mais c'est pas grave. Alderius. Est-ce que t'es croyant? Non, je suis athée. Ah, on avait dit principalement croyant. Ok, désolé alors, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce que t'as une question rapide?
De toute façon, tu y as répondu. C'était qu'est-ce qui vous a poussé dans l'apostasie? Comment est-ce que vous avez fait? Mais tu y as répondu, donc au final. Ouais, non, mais c'est un autre témoignage, ça, pour le coup. J'ai jamais restructuré, entre guillemets, mon témoignage, parce que la différence entre comment je m'exprimais à mes débuts sur TikTok, où je parlais vraiment comme quand j'étais au Maroc, et maintenant où je me suis vraiment beaucoup amélioré, j'ai fait l'effort de m'améliorer en essayant d'être le plus structuré, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, ouais, il faudrait qu'un jour... Enfin, j'ai déjà... Ouais, tu en fasses une vidéo ou un live. Ouais, une vidéo sur les étapes, entre guillemets, parce que vraiment, quand j'y repense, je prends du recul, j'ai pas la même façon de m'exprimer que au tout début. J'étais beaucoup plus timide. Bien sûr. Hein. Ça se vous-entendez sur le ton de ma voix, j'étais beaucoup plus timide. Ah, carrément. Et si tu avais un message à dire, par exemple, aux nouvelles générations qui étaient soit de familles musulmanes ou soit qui ne sont pas forcément très croyants, ça serait quoi ton message, par exemple? Comment ça? Je peux répéter? Aux nouvelles générations. Le message que tu pourrais adresser aux nouvelles générations, ce serait quoi? Le truc, c'est que j'en adresse presque tout le temps, en fait, lors de mes lives. Je saurais pas te dire un comme ça, là, par inspiration, ça dépend des sujets, si tu veux, mais... Si tu ne devais en retenir qu'un. Je sais pas, si tu veux, tu sais quoi, je vais te donner ma conclusion de ce sujet-là, par exemple, auquel on parle. Penser que tout l'univers est centré sur nous, ça je l'écris. Penser que l'univers est centré sur nous, c'est une étape normale de l'enfance. Et y rester à l'âge adulte, c'est refuser de grandir intellectuellement. Oh, joli. Bravo. C'est pas mal. J'aime bien. Je vais te la reprendre. Elle est intéressante. Mais ça, c'est la conclusion par rapport à ce sujet. Mais sur plein de sujets, j'ai des conclusions différentes. Je peux pas dire un message comme ça. Peut-être Jack, il aurait l'inspiration, parce que lui, il écrit des livres, mais moi, j'ai pas... Sinon, Tony Khan. Vas-y, Tony Khan, fais un message. Et Jack et moi, on n'a pas apostasié. T'insinues pas. Intéressant, ça. Bah ouais, ok. on n'a pas le même regard que toi, forcément. C'est vrai. Mais ouais, en tout cas, merci. Si j'ai un message, c'est penser contre vous-même. Et penser tout seul, c'est penser comme tout le monde. Voilà. Magnifique. Merci. Ben, je vous Voilà ta conclusion. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Andreus. À bientôt. Si vous êtes croyante de n'importe quelle religion et que vous voulez nous expliquer pourquoi Dieu a créé tout un univers gigantesque uniquement pour regarder le comportement de 8 milliards d'êtres humains sur une toute petite planète perdue dans cette immensité, eh ben faites la demande, tapez un numéro et on vous fait monter. Ça te va comme annonce, Borchkak? C'est excellent. Putain. Tony Khan, c'est... Un jour, j'écrirai un livre sur Tony Khan. C'est gentil. Et d'ailleurs, deuxième tentative de vidéo que j'ai voulu présenter sur ma chaîne YouTube, j'ai encore été strike. Je sais pas pourquoi, j'ai un contenu qui est interdit. Et là, c'était pas les musiques. J'ai le seum, j'arrive pas à publier mes vidéos de survie sur YouTube. Ça fait 2 tentatives. Et je me fais... Ah bah attends, la prochaine fois que tu postes... dis-moi, on verra. Ouais, mais le truc c'est que là, tu vois, genre, je suis bloqué jusqu'à maintenant. Je sais pas si c'est un bannissement, c'est pas un bannissement temporaire, mais c'est un blocage temporaire. Je sais pas, il y a des vérifications qui se font, mais je comprends pas. C'est la première fois que de toute façon, j'utilisais pas YouTube avant, mais bref. Bizarre. Alors, il y a des gens dans l'ascenseur. Alors, on a quelqu'un. Je t'envoie une invitation. Voilà. Enfin, je suis dehors là. Vous m'avez accepté alors je suis dehors. Mais bon, on va rester sur le sujet, c'est pas grave si ça coupe un peu. Ok. On te dira s'il y a trop de bruit. La question c'est quoi là? C'est l'univers, c'est en immensité, c'est ça? En fait, attends, c'est très bien Marouekos que tu sois monté. Toi, selon toi, l'univers, comment tu le conçois? Tu peux nous dire comment est-ce que le monde est? Est-ce que tu peux nous dire notre monde matériel, comment il est? Attends, laisse-moi me mettre dans une... Je traverse la route là. Okay, bordel. Okay. L'univers. Ouais, parce que tu me parles de 7e siècle tout à l'heure. Tu me dis je suis au 7e siècle. Mais je sais pas c'est qui entre nous et vous qui sommes au 7e siècle quand vous parlez d'Eratosthène, d'un mec qui a vécu il y a plus de 2000 ans soi-disant pour prouver que la Terre est un globe. Donc moi l'univers je te depuis le début du live. C'est ça vos références, Eratosthène, Copernic, Galilée. À croire, c'est vous qui êtes dans le Moyen-Âge, les gars. Faut s'équiper, faut chercher. Il y a un truc qu'on n'a pas établi. Personne n'a dit ici que les connaissances antiques ou anciennes étaient à rejeter parce qu'elles sont anciennes. Par contre, quand on a des connaissances supplémentaires qui viennent confirmer, ben on peut les garder.
quand on a des connaissances supplémentaires qui D'accord. viennent infirmer, là, on se doit de les Je suis d'accord. vérifier. En l'occurrence, Je suis Eratosthène, d'accord. sur Mais- la rotondité, ne s'est pas trompé. Et son calcul était Déjà, Eratosthène, on est son capable de expérience. calculer avec la technologie actuelle. Est-ce que tu connais Est-ce que l'expérience d'Eratosthène, elle visait pas à trouver la rotondité de la Terre ou la rondeur de la Terre? Elle visait à connaître son diamètre. Et pour pouvoir calculer ce diamètre-là, il faut déjà préciser parti. qu'elle est ronde. Bah, si tu regardes Eratosthène, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti du postulat que la Terre est ronde déjà. C'est pas, donc son but, c'était de calculer les angles. Il y avait attends, laisse-moi terminer. Il y avait 360 degrés. Il a remarqué que chaque heure, il y avait un décalage de 15 degrés. Sauf que le problème à l'époque d'Eratosthène, c'est que la triangulation du soleil, il savait pas que c'était impossible à faire. Parce que tu peux te trouver dans une même ville, à 3 km d'écart, 3 personnes, ils vont pas avoir la même position du soleil. Pardon, Donc en fait, cette chose-là... Attends, t'as dit beaucoup de choses. 2 secondes. Oui, tu parles dans tous les sens. Putain, on n'entend rien, ça me saoule. T'aurais dû m'accepter tout à l'heure, là. Bah reviens plus tard sinon. Y a pas de problème. Tranquille. Ok, bah attends, je précise juste une chose. La méthode d'Eratosthène, elle permet pas de démontrer que la Terre est ronde. Elle permet de calculer le rayon de la Terre si on sait déjà qu'elle est ronde. Ah, nous qu'elle soit ronde, ça te calcule juste la révolution du soleil. On sait à peu près, c'est cette distance-là qui parcourt la révolution du soleil. Mais ça ne prouve en aucun cas la courbure. La courbure, ça se prouve avec Mais des alors, s'il te expériences. plaît, Mariako, attends, je suis désolé, écoute-moi. Je viens de dire mot pour mot que la méthode d'Eratosthène ne prouve pas que la Terre est ronde. On le sait. Exactement. Personne n'a affirmé ça. Alors, on peut passer à autre chose et arrêter de bloquer sur Eratosthène? Tu m'as parlé de l'univers. On va parler de l'univers. On a dit la conception de l'univers. Moi, j'ai une question. Vous considérez... Attends, je t'explique. Considérez qu'il y avait des Polaris, par exemple, l'étoile polaire. En gros, elle a 432 années-lumière. Comment vous faites ça? Vous faites un calcul. C'est-à-dire, vous faites un théorème Pythagore avec la base. Ouais, je vais devoir te couper le micro parce que si t'es monté pour parler tout seul, t'as la modo, c'est bon. Mais tu sais comment on calcule ou vous coupez le micro? C'est comment on calcule ou moi, pas? je sais pas. Je sais juste comment couper le micro. Déjà mis KO, Jack. T'as demandé la modo, t'as pleuré sur ce sujet. Oui, T'as fait la pleureuse. il y a pas de souci. Tu peux rejoindre le club des gens qui m'ont mis KO. Il est très nombreux. Moi, j'ai une question très simple, vraiment très très simple. On fait comment pour envoyer un satellite sur une Terre plate? J'ai rien entendu. Bref. On fait comment pour envoyer un satellite sur une Terre plate? Satellite, c'est bien qu'on parle des satellites. C'est bien. L'existence de satellites, tu sais qu'il y a des Je satellites répète ma basse question. orbite et haute Je orbite. te dis pas s'ils existent. Je te demande. Ils n'existent pas en haute orbite, en basse orbite, ils existent. En haute orbite, non. On fait comment pour T'as une envoyer un preuve d'existence des satellite sur une satellites? Terre Est-ce que t'as plate? une preuve? En orbite géostationnaire. T'as Je une preuve ou pas? répète ma question. On Arrête fait de casser comment? les couilles, moi j'ai pas le temps de parler avec lui, moi. Ferme ta gueule, moi j'ai On pas le fait temps de parler comment? avec toi. Soit tu parles correctement, on va te faire enculer sinon. Bah les reins, moi. Wow. Tu prouves. C'est un malade. Vu qu'il n'a pas répondu à la question, moi je vais vous répondre. Hein. Comment on fait pour envoyer un satellite sur une Terre plate? On peut pas. Non mais sérieusement. Donc est-ce que voilà, de la même façon que des hommes du 7e siècle ne pouvaient pas envoyer des satellites, on a encore des gens en 2026 qui ne peuvent toujours pas envoyer des satellites. Donc je vous laisse imaginer avec qui il est préférable de vivre et d'évoluer en société. Des gens qui arrivent à envoyer des satellites ou des gens qui disent qu'on peut pas. Totalement. Mais de toute façon, on avait des indices. Hein. L'égocentrisme, dire tu aurais dû me faire monter à tel moment. Il croit qu'il est tout seul. Il croit que il n'y a pas d'autres gens qui ont fait des demandes. Dès le début, le mec était mal élevé. C'est pas grave. Il était en train de lui parler, il m'a coupé la parole 2000 fois. On a déjà discuté plusieurs fois. C'est pas grave. Alors, il y a 5 personnes dans l'ascenseur, s'il vous plaît, si vous êtes croyant. Et non, par contre, je te fais pas remonter. Désolé, monsieur. Si vous êtes croyant et que vous voulez réfuter Borchkak sur ses affirmations ou sur ses analogies ou quoi que ce soit, tapez 1 et je vous fais monter. Allez, on a quelqu'un. Juste pour rigoler un peu, il a répondu à Jack en orbite basse. Avec hélium.
Non, mais Donc, c'est ça parce que fait vous êtes pas assez d'hélium, open-minded. En fait, le truc, c'est que tu mets un satellite avec un ballon d'hélium, comme ça, il flotte dans l'atmosphère et il En peut orbite tourner basse. avec le soleil Quelle et tout. orbite, Diane? Quelle orbite? Sur une terre plate. Non, mais il suit le soleil, elle a dit. Non, mais c'est une orbite dans le ciel, tu vois, c'est pas autour de la Terre. Enfin, c'est... Alors, Réveillez-vous, juste, quoi. L'apogée, il faut que tu fasses la demande. Tu dois être en privé. Je peux pas t'inviter. Il faut que vous fassiez la demande. Donc ce satellite-là, il bouge au gré du vent. J'ai pas dit que c'était logique jusqu'au bout. Hein. C'est un satellite qui se déplace au gré du vent. Ouais, c'est intéressant comme concept. Il s'appelle comment? Je pense pas que tu iras loin avec cette technologie, mais bon. On t'encourage. Ah, je vais vous prouver. Je vais faire un kiss-kiss pour vous montrer que vous avez tort. Ah bah, pour peu que le vent, il soit pas en ta faveur, bah, tu t'assois sur ton GPS, quoi. Exactement. Il s'appelle Alors, comment, je sais que t'as dit tu- ça, le mec qui voulait monter, même, tu pouvais pas l'inviter? L'apogée. L'apogée, ouais, non, il peut pas faire de demande. Parce que moi, en fait, quand je suis hôte du live et quelqu'un fait une demande, je peux le faire monter même s'il est en privé. D'accord. Mais du coup, il a pas fait de demande et il peut pas faire de demande. Vous êtes très nombreux. S'il vous plaît, il y a 9 personnes dans l'ascenseur. Pourquoi vous tapez pas un numéro? Je comprends pas. Il y en a, je crois, qui cliquent sans faire exprès sur Bah, je vais clean l'ascenseur et on va voir comme ça. Ouais, on va faire monter. descendre, S'il vous monter, plaît, descendre. pour trier les gens qui sont dans l'ascenseur par hasard et pour aussi trier les sujets que vous souhaitez aborder, merci de taper 1 si vous montez pour défendre une croyance ou une religion. Merci de taper 2 si vous avez une question rapide. Ouais, t'as bien fait en vrai de clean l'ascenseur plutôt que faire monter, descendre, monter, descendre. D'ailleurs, Allez, on va y arriver. S'il vous plaît, tapez un numéro quand vous faites la demande. J'ai une question pour les femmes dans ce panel. C'est possible? Diane et Amanda. Oui, bien sûr. Ouais, j'aimerais savoir si un homme qui croit que la Terre est plate, c'est un tue l'amour. Ah ouais. Ah, c'est pas. Une femme, Je veux dire que c'est pas sexy. Oh non, non. il n'y a rien de pire. Ok. Faire les chaussettes, tu vois. Horrible. Ok. Tapez un 1 si vous êtes croyant en n'importe quelle religion et que vous voulez débattre avec Borchkak. La Borchkak. Visiblement, je sais pas, c'est le panel, il fait, enfin, moi je pense qu'il y a rien avec le panel parce que le live il est bien géré, il y a personne qui se démute pour couper la parole, c'est toujours une personne contre une personne, hein. Je sais Marcos, pas. tu as insulté, tu as perdu ta chance malheureusement. Tu ne pourras pas remonter pour ce soir. Il va dire que vous fuyez. Oui, Il peut dire ce qu'il veut. je t'ai dit, il gagne tous les débats, c'est le meilleur moyen qui te laisse tranquille, c'est de dire qu'il gagne tous les débats. Mais tu sais, fuir quand il y a quelqu'un qui t'insulte, jusqu'à preuve du contraire, c'est un comportement normal. Oui. Oui, enfin oui, non, oui, ouais. Faites la demande en plus de taper un numéro s'il vous plaît. Ouais. Je pense que tu pourras pas avoir les deux, Tony. Tout à l'heure, on avait les demandes sans les numéros. Ouais. Là, on a les numéros sans les demandes. On devrait essayer de les monter depuis le chat parce que ça va être dur. Ouais, mais il y en a, ils sont en privé en fait, c'est ça le problème. Elle donne, allez, c'est parti. Bah non, je peux pas. Je comprends pas. Ouais, elle donne, mais je crois que c'est un croyant, elle donne. Enfin, c'est pas un croyant, c'est un athée. Mais il a changé de photo, c'est pas. Enfin, Ah, si, ça doit ouais, être parce lui. que j'ai vu il avait lâché un cœur du jour à l'époque. D'ailleurs, voilà comment je vous appelle ma communauté. Je suis très sympa pour ceux qui ont mis le cœur du jour. Lisez votre pseudo. Alors après, j'ai toujours gardé un côté immature et ça, je compte pas le lâcher pour le coup. Non mais attends, Borchkak, comment on explique aux gens qu'il faut être poli dans le panel avec ce genre de truc, quoi? Comment on fait?